Cette semaine, en hommage au FLQ, on a kidnappé une ex-politicienne puis on l'a amenée d'un chalet. La suite vous surprendra! C'est bon? Oui, c'est bon. Bienvenue à le temps des mots. Ils sont drôles. Bonjour Catherine. Allô? Comment Salut. ça va? Ça va bien? Ouais? Ben ouais. C'est pas On est trop, dans un chalet. Ouais, effectivement. Mais là, ça sera pas villégiature cet après-midi. Non. On parlera pas des sentiers, Ah. sauf peut-être de ceux de nos esprits. Les sentiers de l'histoire. Les sentiers de l'histoire Ah. et ceux qui t'ont mené à écrire un tout nouveau livre qui est pas encore sorti, mais qui sort très bientôt. Quand est-ce qu'il sort d'ailleurs? Le 8 avril. Le 8 avril. Fait que vraiment très bientôt. Puis tu nous l'as envoyé pour qu'on le lise. Comment ça s'appelle? Le courage et la joie. Bon. Affronter la tempête fasciste sans perdre le nord. Fait que déjà, il y avait comme un « OK, je comprends pourquoi elle nous l'envoie. » J'ai compris. Je sais pourquoi. J'ai comme, voilà une petite lecture légère. Ça va vous amuser? Oui, puis je vais commencer par te dire ce que j'en ai pensé. Ok, vas-y. Ah. Non, mais il faut pas capoter. Non, je t'ai dit, t'es mon 4e lecteur. Eh là là, c'est beaucoup de pression pour moi. Oui. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de choses là, qui s'écrivent sur le fascisme dans les dernières années, puis Ouais. on se demande pas trop pourquoi. Tu sais, je pense qu'on sent qu'il y a des mouvements qui se passent, qu'il y a des choses. Je pense que les gens sont inquiets. Je pense qu'il y a une volonté aussi d'aller chercher dans l'histoire, de faire des comparaisons. On reconnaît des choses. On reconnaît des choses, puis tout ça est important, mais tu sais, tout ça pour dire, on en a lu là, plusieurs essais, plusieurs livres de notre époque, de différentes époques. On est un peu là-dedans, là, je te dirais, depuis quelques mois. Fait que j'étais comme tout à fait ouvert à en lire un autre, sans du tout savoir à quoi m'attendre. J'ai pas posé de questions. C'est vrai? Je sais pas si Marie Ça t'a veut, posé non? des T'as pas eu- questions. T'as ouais. même pas eu l'espèce de Moi, patente de presse. j'ai vu Catherine il y a comme moins d'un an. On est allé faire une petite retraite d'écriture ensemble, chacun Ouais. dans notre petite cabane. C'est vrai. Puis tu commençais, en fait, tu étais à, mettons, 35 pages de ce livre-là qui a maintenant 350 C'est vrai. quelques pages. Et on en a discuté. J'étais dans le chapitre sur Jim Jones, je me souviens. Oui, tu me parlais de plein de trucs, puis ton approche, tout ça, je trouvais ça super intéressant. Fait que là, à peu près un an plus tard, ce livre-là est terminé puis ça prête à sortir. Je l'ai lu la semaine passée, sans avoir de... Je savais pas dans quoi je m'embarquais, en gros. C'est merveilleux. Puis ça m'a fessé plus que j'aurais pensé, parce que je n'ai lu des affaires quand même qui je sais pas, qui pourraient déprimer du monde, là, qui pourraient faire peur. Puis pas que je m'attendais pas nécessairement à ça, tout, mais c'était pas mon impression. Je me disais pas, je vais lire ça, puis ça va me... Fait que là, c'est un compliment, je t'ai déprimé plus que les autres livres. Non, mais j'ai ressenti... Ça s'appelle Le courage et la joie. Des fois, je me dis, c'est-tu de la fausse représentation? Non, mais c'est pas que ça parle pas de courage puis que ça parle pas de joie, mais il y a quand même... Je pense que c'est aussi la façon dont cet essai-là, je sais même pas si t'appellerais ça un essai, Je sais pas. mais c'est un essai qui se lit comme un roman. Ouais. Juste les chapitres, puis comment tu passes d'un endroit à l'autre, d'une époque à l'autre. J'ai pas lu ça en ayant l'impression de lire un essai puis en me disant on m'envoie de l'information. Non, c'est ça. C'est comme si je te lisais toi-même faire un parcours. Je te suivais faire ton parcours. Fait que dans ce sens-là, c'est un récit. Je lis ton récit de qu'est-ce que tu as vécu en faisant ce parcours-là. J'essaie de trouver où est le courage et où est la joie à travers le temps et l'espace. Ouais. Puis, mais il y a un moment, je dois avouer, où... Puis ça, c'est pas nécessairement unique à ton essai, mais je veux dire, c'est sûr qu'à lire tout ce qui est arrivé aux révolutionnaires de toutes les époques, il y a quelque chose qui vient te chercher un peu où tu te dis coudonc, vas-tu finir fusillé, moi? Coucher la tête dans le bout? Je vais-tu voir toute c'est ma famille mourir? Je vais-tu... Ça a été le point de départ de ce livre-là. J'étais comme, fuck. Hey! Tu sais, c'est comme, je sais pas, ceux qui ont vécu quelqu'un de proche d'eux qui tombe dans une relation de violence conjugale puis qui reconnaissent les étapes. Tu sais, OK, là, il est en train de dire que c'est sa famille le problème, que c'est ses amis le problème. OK, là, elle nous parle plus. Elle veut plus nous parler. Parce qu'on a dit, je pense que t'es dans une situation problématique. Là, on l'a perdu, là, on n'arrive plus. OK, là, elle sort plus de chez eux. Là. Puis là, on voit, puis on dit, j'ai vu tellement d'autres histoires où ça finit que la fille, elle se fait étrangler, tu sais. Fait qu'est-ce que ça va y arriver? Même s'il y a juste une chance sur 10, là, c'est énorme, une chance sur 10. Faut qu'on se prépare à ça, faut faire de quoi, tu sais. Moi, c'est cette espèce d'angoisse-là. Je me suis dit, OK, mais tous les signes sont là. On est dans la situation dans laquelle était peut-être la France en 1938, ou je sais pas à quelle époque, là, c'est dur de tu sais, il n'y a rien d'équivalent dans l'histoire, mais ou de l'Ukraine un peu avant l'invasion de la Russie, ou peut-être de l'Autriche, parce que nous, on a nos petits fascistes locaux aussi, ou en tout cas, l'espèce d'ambiance fasciste générale qui n'est pas nécessairement dans des êtres humains, mais qui s'avance, on le sent dans l'air du temps. Je me suis dit, shit, tu sais, tout ça peut arriver, fait il y a du monde qui vont dire « Ouais, mais non, c'est très différent. » C'était assez semblable pour qu'on se dise « Là, on est comme un cancer de stade 2.
Et ça peut arriver en cancer de stade 4, puis ça peut être la fin. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on procède à des interventions? Pour être capable de faire ça, il faut réfléchir, genre, moi, je connais rien, là, je le sais pas, tu sais. J'ai étudié en sciences politiques, j'ai une maîtrise en études de la guerre, mais comme quand j'ai eu quelque chose de difficile, je demande à d'autres, avez-vous vécu ça? Oui, je veux qu'on en parle. Moi, ça m'aide beaucoup. Fait que si, par rapport à l'arrivée du fascisme, ou du raidissement de l'atmosphère sociale qui peut arriver à un déferlement de violence où là, il est rendu trop tard, qu'est-ce qui est arrivé à d'autres époques? Qui a vécu quoi, comment, de quel... Puis là, plein de points de vue, tu sais. Victime, fille qui se fait envoyer au goulag, gars qui est bien ordinaire, qui se ramasse à être obligé de tuer du monde, des civils, en les tirant de leur maison à 5 h du matin, gens dans une secte, parce que c'est un peu la même chose, une secte qui vire en suicide collectif obligatoire, là, ben c'est un fascisme, mais juste avec 1000 personnes au lieu de millions de personnes, tu sais. Puis, même des exemples de violence conjugale aussi, parce que le plus petit espace politique, c'est le couple, puis que ça arrive là aussi, le fascisme, dans ce petit espace politique-là. Puis ça m'a fait du bien, même si c'est trash, parce que ça dit, OK, Mais dans je le fond, comprends mieux. ça partait d'une anxiété pour toi aussi, un peu une espèce de genre, je sens que le château de cartes est en train de s'écrouler, puis là, il me manque, on dirait, de quelque chose à quoi m'accrocher pour savoir, je m'en vais où avec ça, je fais quoi, moi, là-dedans? Première étape, c'est d'essayer de comprendre, là, tu sais. Tu capotes, t'es anxieux, tu n'es qu'émotion incontrôlée. Je dors mal le soir, je regarde mes enfants pendant qu'on joue, ça me traverse, fuck, qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Fait que je veux comprendre, j'ai absolument besoin de ça. Juste une chose que je remarque qui traverse le temps et les relations par rapport au fascisme, c'est la grande majorité de la population qui soit ne s'en inquiète pas, masque ou est en psychose opposée à ne pas s'en inquiéter. J'ai l'impression que ça traverse vraiment chaque exemple de fascisme qu'il y a eu dans les époques. Mais quand tu dis psychose, c'est vrai, je trouve que le fascisme, puis ça fait partie des définitions des savants, là. Tu sais, ceux qui ont passé leur vie à étudier ça reviennent souvent avec l'idée que c'est un processus, puis que c'est un processus psychologique. C'est-à-dire que c'est pas une idéologie, c'est pas une idée de la société que tu veux imposer, c'est un processus psychologique d'imposition de la violence, puis de couper l'herbe sur le pied au réflexe de résistance de la victime, qui est le peuple dans ce cas-là, tu sais. Ouais. Puis exactement comme à l'intérieur d'une personne violentée, le peuple, il est divisé en deux. Un qui dit « c'est normal que ça arrive, quelque part je l'ai mérité », puis une autre partie qui dit « je peux pas rien faire, j'aimerais résister, mais il y a rien à faire, je suis impuissant, je peux rien faire ». Aussi, ouais. Mais Puis le déni Mais ce qui que est je voulais partout. dire, c'est que c'est le déni, en fait. C'est Ouais. ça que j'essayais de dire, Ouais. dans le fond. Ce qu'on retrouve, qui est vraiment une catégorie commune là, à travers les époques puis les situations, c'est le déni d'une majorité de la population que ça, c'est en train de se passer. Peut-être pas aux auditeurs et auditrices de notre podcast, mettons, mais comme la plupart des gens sont comme le fascisme. Voyons donc, de quoi tu parles en ce moment? Tu sais, je vois beaucoup ça. Puis on l'a vu aussi en Autriche, en France. Tu sais, les vrais collabos, c'est aussi ceux qui ont ignoré les signaux d'alarme puis qui ont comme Normalisé. normalisé. La violence, c'est ça, c'est un des aspects chez l'humain. Là. On normalise la violence, on est très capable de faire ça. Fait qu'on normalise, mais même quand tu dis nos auditeurs, on ne soit pas nécessairement dans le déni. Moi, une des affaires qui m'a intéressée dans les dernières années, c'est de constater, je disais que le couple était le plus petit espace politique, mais l'autre d'après, c'est ton milieu de travail. C'est un espace politique. C'est comme une secte un peu, genre. C'est une gang qui peut être plus ou moins toxique. Ça peut être pas toxique, mais ça peut être vraiment très toxique. Puis, il y a des jobs bien ordinaires qui sont très toxiques, là. Tu sais, on a entendu les témoignages des infirmières, il y a certaines enseignantes qui, bon, puis ça va très loin, puis dans des entreprises, ça peut être catastrophique. Puis, les gens vivent ce niveau de toxicité-là de plusieurs manières, mais le déni puis la normalisation est vraiment très présente. Moi, je l'ai vécu quand je faisais de la politique jusqu'à ce que je me réveille. Il y a d'autres mondes qui l'ont vécu dans leur milieu. Puis quand on en parle, dans mon show de théâtre, on donne des témoignages de gens qui disent « j'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit d'exprimer mon opinion, j'ai pas le droit de décider des choses très banales, là, tu sais. » Puis, dans le show, on donne ces témoignages-là, puis c'est parmi les choses qui marquent le plus le public, sont comme « tabarnak, j'avais pas réalisé, tu sais. » C'est du monde assez allumé, du monde qui réfléchissent, mais ils sont comme « à ma job, c'est un peu la dictature, puis j'accepte des choses absurdes qui me font mal psychiquement, qui me font mal spirituellement, genre, j'accepte ça, arc, je suis tannée, je veux pas. » Tu sais, la réalisation, si tu dis j'ai réalisé, c'est parce que juste avant, tu étais dans le déni, tu le réalisais pas, tu l'acceptais, tu l'avais normalisé. Mais les gens, ils ont peur aussi d'aller ouvrir cette boîte de Pandore-là, parce qu'une fois que tu l'as réalisé, ben il faut que tu changes tes conditions. Souvent, c'est ça qui arrive, tu frappes un mur, il faut que tu changes tes conditions. Le burn-out, c'est un grave signal d'alarme d'une situation autoritaire. Là, que tu n'as pas voulu reconnaître à temps. Puis que là, exact. Puis là, mettons, changer ses conditions matérielles parce que tu as une hypothèque, parce que tu as des enfants, parce que tu as une auto, parce que tu as de la bouffe à mettre sur la table. Une fois que tu embarques là-dedans, c'est très souffrant parce que tu as encore toutes ces responsabilités-là autour qui sont une autre forme d'emprise
Mais moi, je recommanderais à ceux qui se reconnaissent dans ce dont on est en train de parler, t'es pas obligé, à partir du moment où tu le réalises, d'agir. Tu peux te donner un lousse. Tu peux te donner un lousse, ça peut même être quelques années. Puis si tu veux être quitte avec ta conscience, tu peux commencer à prendre des notes sur l'absurdité de ce que tu es en train de vivre. T'sais. Ça, c'est utile. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, au bout de je sais pas combien de temps, de « OK, je continue à agir dans l'absurde, mais j'en suis conscient. Puis je le remarque, puis je l'étudie même en le vivant. » Là, tu deviens une espèce d'agent double pour la résistance. T'sais. Fait que tu continues d'agir selon la dictature de ton milieu de travail de merde, mettons, mais tu prends des notes, tu le retiens, tu vis les situations jour le jour, puis à un moment donné, le processus se fait. À un moment donné, t'arrives, puis ça mûrit, t'es prêt, la gestation est terminée, puis là, tu vas poser le geste qui va te libérer un peu plus. C'est comme se faire naître. Ouais, en partie, parce qu'on n'a jamais fini, mais tu te fais naître, puis en plus, t'as ramassé 1 an de notes de ton tabarnak de patron qui fait plein d'affaires, qui sait que personne ne va jamais sortir parce qu'il y a un pouvoir psychologique, puis parce que c'est normalisé, puis parce qu'il y a du déni, puis parce que une des grandes facultés du pouvoir, c'est de ne pas paraître comme étant du pouvoir, mais comme la vie, la normalité, là, tu sais. Fait que là, toi, tu peux le sortir après puis faire de quoi? Si t'es un peu créatif, si t'as envie, tu peux le publier de façon anonyme dans l'idiot utile, tu peux faire tout ce que tu veux avec ça, mais tu peux commencer à participer à la contre-culture. Intéressant. Des fois, juste le noter, c'est aussi le nommer, ne serait-ce que pour soi-même, parce que ça, même, il y a quelques exemples de ça dans le livre, mais je pense qu'il y a un Russe en particulier qui nomme exactement cette idée-là dans ses journaux personnels, qui dit... Je vis en contradiction avec mes valeurs profondes, puis j'ai de la difficulté à les nommer genre, à l'extérieur de ce journal. Mais je pense qu'il est là aussi le terreau, justement, du fascisme. Tu sais, avant que ça devienne un système, puis une société qui agit comme ça se passe aussi justement dans le couple, dans les relations, dans le travail, juste dans notre vie interpersonnelle les uns avec les autres, de vivre fracturés avec nos valeurs parce qu'on a normalisé que c'était comme ça, c'est comme ça le monde du travail. Si tu veux de l'argent puis pas mourir dans la rue, ben faut que tu acceptes de plier, puis tu plies un petit peu, puis à un moment donné, tu plies un petit peu plus. Puis fais des transactions avec le pouvoir. T'es rendu plié dans une boîte complètement pas bien avec toi-même, puis là, ça permet de normaliser un système qui est dégueulasse et très loin de nous. Puis tu finis par te voir comme le pouvoir te voit, c'est-à-dire comme une merde. Ça, c'est grave, là, parce que quand t'es rendu là, t'as plus la capacité de te nourrir puis de dire, hey, tu sais, de t'auto-défendre, juste de dire ça vaut la peine de me défendre. Puis pendant que tu es en train d'être en repli, de t'enterrer puis de te soumettre, il y a quelqu'un et plusieurs personnes qui eux s'épanouissent, s'enrichissent. Puis s'enfoncent dans une toxicomanie du pouvoir c'est un délire, là. Tu sais, c'est un mélange de délire messianique et de narcissisme compulsif sadique. C'est une maladie, là. C'est un humain, il est pas fait psychologiquement pour avoir autant de pouvoir sur autant de personnes. C'est la technologie qui permet d'agrandir ça de cette façon-là. Puis il tombe en montant, là, tu sais, il tombe dans une violence dont ils pourront jamais sortir. Tu sais, Poutine, en ce moment, là, il est plus libre, là. S'il veut ne plus être président, sa vie est terminée, là. Il a tellement fait assassiner de personnes. Comment il va faire en étant plus président pour continuer à être protégé, à pouvoir vivre sa vie tranquillement? Il est pogné là. Trump pense pas pour rien qu'il veut annuler les élections, là, puis qu'ils ont décidé, sa gang, qu'ils vont tout faire pour crosser les élections, puis ils vont très, très loin. Là. Parce qu'il va tomber au prochain... S'il y a des élections... Mais je vois même pas comment ça peut arriver. Les prochaines législatives, pourquoi le processus irait normalement? Pourquoi ils accepteraient de perdre alors qu'ils ont tout le pouvoir pour pas se tasser de là, quand la dernière fois qu'ils ont perdu, quand il n'y avait pas assez de pouvoir, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de prendre le Capitole, puis ils ont essayé de faire ça parce que c'est une tentative, mais je veux dire, là, ils sont juste beaucoup plus puissants, puis ils ont tous les moyens de préparer l'élection de manière à ce qu'ils s'assurent de gagner. Puis ils sont en train de parler de l'annuler. Ils parlent d'avance des moyens qu'ils vont utiliser. Le coup d'État, il est déjà en processus. Son jeu est ouvert. Hein? Fait qu'eux autres, là, s'ils perdaient, là, ça ferait comme Bolsonaro, là, ils seraient coffrés, là. On dirait, hey, wow, t'as tellement crossé, il y a eu des injonctions que t'as pas respectées, tu t'es foutu des juges, tu t'es foutu de la loi, c'est pas correct. Puis d'abord, on va te juger aussi pour Epstein, puis fait que, ils sont pris là, on est pris dans cette situation de... Mais là, moi, une des affaires qui m'inquiète par rapport à mon livre, je vais te poser la question. OK, oui. Mais t'es pas obligé de me rassurer, OK? Je veux la vérité. Je vais dire la vérité. T'es-tu resté en le finissant sur un « Ah, fuck », genre... Non. T'as eu un peu de... Tu sais, sur quel genre d'émotion ça t'a laissé? C'est drôle, hein, parce que là, on l'a lu en version liseuse. Sur un écran. PDF. Sur un écran, ce que je fais rarement, j'aime pas beaucoup ça. Puis j'en parlais tantôt, tu sais, je trouve que ça donne un différent rapport aussi avec l'œuvre, parce que je disais tantôt que je me souviens même pas du titre, parce que je l'ai vu une fois sur la première page, puis après ça, je les ai flippés vers la droite. Quand tu prends un livre dans tes mains à chaque fois pour le recommander, tu réfléchis, tu regardes la page. tu revois le titre, puis ça finit par te rentrer dans la tête. Puis tu sais, c'est drôle parce que je me suis posé la question, c'est pas si tu le bon titre, mais honnêtement... C'est pas nécessairement... En tout cas, certainement, la première moitié de ma lecture, j'ai pas ni ressenti le courage ni la joie. Mais je pense c'est un état des lieux. Mais c'est ça, il y a un état des lieux qui se doit d'être honnête. Je pense qu'il faut aussi se faire face un peu à ce qui est réel puis ce qui est là, même si c'est épeurant, même si c'est pas agréable. Il faut justement briser ces chaînes-là du déni
puis le regarder. Puis je dirais pas à la fin, dans la deuxième moitié jusqu'à la fin, nécessairement, tu fais pas non plus l'effort conscient de nous rassurer puis de nous amener nécessairement ni vers le courage ni la joie, mais c'est pas non plus un constat super négatif de comme, mon Dieu, on ne pourra rien faire. C'est pas ça. Je trouve que tu as réussi à faire quelque chose de quand même relativement intime. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu, cette affaire-là. Tu sais, j'ai lu plein d'ouvrages sur le fascisme qui étaient très théoriques, puis qui, justement, n'avaient pas cet affect-là. C'est-à-dire qu'ils viennent pas te chercher dans ton quotidien. Mais là, comme tu nous parles, tu sais, c'est beaucoup la parole des autres, d'ailleurs, que tu amènes là-dedans. C'est pas tant toi. Tu sais, t'es là, évidemment, à certains moments, à nous dire ce que toi t'en penses, qu'est-ce que tu ressens. Mais c'est beaucoup la parole des autres que tu nous amènes. Puis je veux dire, ce qui est dur, je pense, c'est de voir que ces gens-là en ont eu du courage puis de la joie. Ça n'a pas toujours fini bien pour eux. Ils l'ont fait quand même pour elles. Mais des fois, oui, là, comme les résistants des montagnes. Des fois, un peu mieux. C'est-à-dire, tout le monde finit pas complètement toujours mort et la tête sur un pic. Ou en prison, mais fier, tu sais. En prison, mais fier. En prison, mais tu sais, il y avait quand même beaucoup de ça là-dedans. Puis tu nous fais faire le tour de ça à toutes les époques. Puis, tu sais, je pense qu'à la fin, je dirais qu'il y avait plus nécessairement cette angoisse-là, mais il y avait comme une espèce de résignation qui, je pense, qui est importante de dire, ça, c'est la réalité. Puis il va falloir faire quelque chose. Tu dis pas qu'est-ce qu'il faut faire. Puis je pense que c'est aussi une erreur que tout le monde se sent obligé des fois de donner une solution. Là. Il n'y aura pas de solution simple. Personne n'a le plan en 3 étapes pour qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qui semble évident, par exemple, c'est qu'il faut faire quelque chose. Dans la vraie vie. Il faut faire quelque chose dans la vraie vie. Puis ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que ce qu'il faut faire, justement, restait beaucoup pour toi dans le domaine de l'intime et absolument zéro, à moins que j'aie lu un peu vite une page, dans le politique. J'ai vu absolument rien de toi qui dit il faut faire ci, il faut faire ça. Ce n'est pas une réformiste. Non, mais clairement, mais je trouve ça quand même... Mais l'intime est politique, ça c'est une autre grande phase. Je comprends, mais pour quelqu'un quand même, là, qui a été élu, qui est allé dans ces milieux-là, qui l'a vécu de l'intérieur, qui a vu peut-être les possibilités puis les limites, qui a vu les difficultés que ça implique, est-ce qu'il y a un certain aveu là-dedans que tu as l'impression, en tout cas, puis ça reste ton opinion, là, qu'il n'y a rien à faire avec ces lieux-là? C'est plus une quête de que faire avec notre impuissance. On sait, là, on nous a appris comment c'était fait le pouvoir, comment il était organisé dans nos sociétés. C'est un parti des mensonges parce que c'est organisé autrement qu'on nous l'a raconté, mais bon, en partie, on peut avoir une agentivité collective à travers les médias, les syndicats, les partis politiques et autres institutions de la société civile. Mais on se sent impuissant par rapport à ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vérifié. Je veux dire, quand je fais des conférences, je dis qui sent qu'il y a un pouvoir sur ce qui est en train de se passer ou qui sent que nos gouvernements élus là, peuvent faire quelque chose par rapport à ce qui est en train de se passer. Applaudissez, puis silence complet à chaque fois, tu sais. Je dis qui se sent impuissant, tout le monde applaudit. Fait que ça, moi, c'est un constat, je peux pas dire... On peut plus dire « il faut telle affaire » ou « ces gens-là devraient telle affaire ». Ça, pour moi, c'est une dépense d'énergie. C'est souhaiter quelque chose, c'est aller être en mode supplication. Puis je peux plus, je suis plus capable de faire ça. Puis même dans mon parti, quand j'étais en politique, j'avais un pouvoir. Puis je me suis dit, c'est quoi mon pouvoir, clairement? OK, c'est moi qui décide, moi puis ma gang, où on partage un peu ma communauté d'esprit, disons. On pouvait agir avec des ressources qu'on avait gagnées grâce aux élections. Bon, on avait, bien sûr, du monde dans nos disons, des bâtons dans les roues. Sauf que là, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ça part de soi. On peut pas se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire, moi puis mes amis? T'sais, hey, mes amis, vous devriez faire plus. Ceci, cela. Non, OK, moi, je pars de où? Puis là, mon constat, c'est que j'ai un sentiment d'impuissance. Je recommence je repars. Le plus petit dénominateur commun, c'est moi, mon émotion, ma pensée. Je pars du début, là. Pourquoi je me sens impuissante? Comment se sont sentis impuissants d'autres personnes? Comment ils s'en sont sortis? Puis je pense que quand une personne commence à libérer son pouvoir d'action, elle va rencontrer le pouvoir d'action libéré de d'autres personnes. Je crois à ça. C'est une profession de foi. Je pense que ça va se retrouver puis créer quelque chose de collectif puis que là, c'est un rapport de force qui se construit puis que ça devient politique. C'est déprimant à faire ça parce qu'il faut revenir au début, genre. Mais je trouve que c'est déprimant joyeux parce que c'est comme quelqu'un qui est alcoolo. Les AA, ils disent le premier pas de la guérison, c'est de reconnaître que t'es alcoolique. Fait que quand tu reconnais que t'es alcoolique, c'est déprimant. Fuck, j'ai tout perdu, esti, genre. Je suis plus capable. Aussi, j'ai fait fausse route. Genre, j'ai marché dans la mauvaise direction très longtemps. Et là, je dois changer de côté et repartir au premier pas. Mais attendons, c'est quoi le wake-up call des alcooliques, souvent? C'est les gens qui les aiment, qui leur disent « Je tiens à toi et je veux t'avoir, je veux que tu restes. » C'est pas ça, c'est pas l'espoir. Ça, c'est l'action. C'est vouloir... Alors que c'est très intime. Ouais. C'est l'amour, c'est les connexions, c'est tout ça. Fait que moi, je me dis, c'est pas vraiment un plan politique, mais de dire, OK, là,
je m'éparpille, je serre le pouvoir de certaines manières. Fait que là, OK, je me conscientise. J'essaie tranquillement, 1% par 1%, de dégager, de moins collaborer avec le système. Ce système que pour l'instant, on voit juste comme, c'est le système genre néolibéral canadien, mettons. Mais en fait, il peut être coopté par le fascisme, puis il est peut-être en train d'être coopté par le fascisme. Fait qu'on participe à quelque chose sur quoi on n'a absolument pas de pouvoir. Fait que là, on est dépendant d'un système qui nous veut pas du bien. OK, comment je réduis ma dépendance, moi, personnellement? Quand je réduis ma dépendance, je libère une énergie, je libère un pouvoir d'action, je libère soit du temps, soit des ressources, même si j'y vais à ma mesure, comme je peux. Mais on peut s'appauvrir dans ce processus-là. Oui, mais tu peux libérer du temps que tu peux réinvestir dans d'autres solidarités qui vont t'enrichir, peut-être pas en argent, mais t'enrichir pareil en communauté. Oui, puis en survie, là, je veux dire. Fait que là, à mesure qu'on réinvestit dans ce qui nous est cher, dans les personnes qu'on aime, dans nos communautés, là, tout à coup, on est en train de construire une contre-culture, un contre-pouvoir communautaire. Mais tu sais, je sais que ça a la plate à côté de faire la révolution, takeover, je sais pas comment, genre bâtir un groupe. Tu sais, mais c'est parce qu'on essaye là, depuis 20 ans, 30 ans, là, on essaye là, de faire des groupes avec un nom puis un logo, puis là, on va avoir notre journal, puis là, on va avoir notre parti, puis là, ça va tout bien fonctionner, puis ça fonctionne pas. Pour plusieurs raisons, ça serait bien long d'expliquer, mais OK, peut-être. Lisez l'autre livre d'avant, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être que, OK, il faut commencer la contre-culture, tu sais, il faut la bâtir en temps, en énergie, en mode de vie, puis c'est long à transformer une vie. Mais ça peut commencer. Je suis quand même d'accord que le fascisme, là, c'est comme un virus qui se transmet par l'émotion, pas par la logique. Il n'y a rien de logique dans ce projet-là non plus. Il n'y a rien qui fonctionne fondamentalement. C'est une éco-destruction collective. Pour tout le monde, même pour les fascistes. Ça fonctionne pour oui, c'est ça. Je veux dire, même le 1% qui en profite de ce fascisme-là, mettons matériellement, finit par se détruire spirituellement complètement. Tu reviens pas de ça. C'est pas un projet logique, même pour la majorité des gens qui le supportent. Fait que je me dis, l'antidote doit être aussi au même endroit dans l'émotif. Ouais. Parce que tu peux pas dire à des gens qui ressentent une émotion, ça n'a pas de sens logiquement, regarde parce que ABC, c'est pas une bonne façon d'aller chercher. Je suis quand même d'accord qu'il y a beaucoup d'affects là-dedans qui ont été préparés par le capitalisme, qui ont été préparés par ce qu'on disait tantôt, par cette domination dans le travail, dans les relations, dans la hiérarchie entre les classes, dans cette acceptation de « c'est comme ça ». Puis à force, on devient souple, on devient capable d'accepter pire. Et là, pire arrive. Mais là, ce qui m'intéresse aussi, puis ça, c'est pas la première fois que je le ressens en lisant sur l'histoire et sur ce qui s'est passé, mais encore une fois, parce que c'était un livre plutôt intime qui allait rechercher la parole de telle personne ici, dans le temps, de telle autre personne. Il y a quelque chose qui est quand même vraiment déprimant de voir notre anxiété en ce moment. Le fascisme, il vient pas de revenir, il vient de revenir pour nous. Mais Chris, il est jamais parti. Non. Puis on a été fucking dégueulasse, pas nous spécifiquement, mais je veux dire, on a permis, nous autres, un système qui a fait mal à tellement de gens. Je sais que c'est dur des fois de se projeter, mais... C'est dur de dire que c'est banal. Mais non, mais je lisais ça, puis tu penses à tout le monde qui ont souffert, qui ont vu leur famille être battue devant eux, tirer dans la tête les enfants avant d'être amenés dans le champ, puis du monde qui ont fait ça en se disant « Oui, mais qu'est-ce que j'étais sans... » Tu sais, c'est beaucoup de vie, ça. C'est beaucoup de, comme moi, là, des gens qui voyaient derrière leurs yeux, qui avaient plein d'émotions, qui ressentaient de l'amour, puis de la peur, puis plein de choses. C'est pas anecdotique. J'aimerais pas ça, moi, vivre ça. Puis quand je pense à des gens qui ont vécu ça, puis pas 1, 2, 10, des millions, puis des millions. Puis on normalise des comportements qui vont ramener à ça. Ça se passe à Gaza? Ça se passe au Soudan. L'esclavage moderne est une des industries les plus lucratives au monde. Je pense qu'il y a une part de honte. Là, il faut y faire face aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde que leur déni est appuyé sur cette honte-là. Cette incapacité à se revirer puis dire c'est pas moi de ma faute personnellement, mais mon confort et le système dans lequel j'évolue est beaucoup construit sur la souffrance extrême des autres. Hey, juste l'histoire de l'immigration en ce moment, c'est un des enjeux principaux en politique dont les médias nous parlent. Et donc, la droite va chercher beaucoup d'action, d'animosité en disant « ils viennent tous nous prendre ». Puis là, quand tu dis « oui, mais OK, les médias ne vont pas creux puis ils font exprès, là, mais je veux dire, pourquoi les gens veulent venir ici? Ça fait des décennies, ça fait même plus longtemps que ça, en fait. Ça fait depuis le début de la colonisation, on pourrait remonter à l'infini, mais mettons que ça fait des décennies qu'avec la mondialisation néolibérale, il y a des traités inégaux qui sont imposés un peu partout dans le monde. Il y a des industries qui vont s'organiser pour siphonner le plus possible de richesses, des industries des États, le plus possible de richesses de pays pauvres pour l'amener vers les pays riches. Et nous, on en profite. Puis tout ce sur quoi on vit, quand on pense à tout ce dont on profite, moi, j'y pense de plus en plus. Tu sais, toutes ces machines en
mon service, tout ça. La maison, c'est compliqué, c'est long construire ça. J'ai ça, moi, j'ai travaillé assez dans ma vie pour que quelqu'un d'autre ait bâti une maison pour moi, puis j'ai été capable de me l'acheter, ses vêtements, tout ce dont mon enfant profite. Fait que, tu sais, à un moment donné, je suis comme genre, hey, je suis riche pour ce que j'ai amené, mais peut-être pas autant que tout ça. Puis, pourquoi je suis riche de même? Riche en termes de tout le pratique, tout le confort. Regarde, il fait chaud. Tout le là. possible. C'est l'hiver, il fait full chaud. On est, tu sais, je veux dire, on est bien. Tout ça dépend du fait que l'économie suctionne les pays pauvres depuis des décennies. Puis donc, même moi, si je dis, OK, l'immigration, c'est un peu normal parce que qu'est-ce qui est arrivé? On a tellement suctionné la richesse des pays pauvres en empêchant les humains de passer, fait qu'on prenait tout sauf les humains, qu'à un moment donné, la pression des gens dans le besoin devient trop forte. Puis là, bon, on ajoute à ça la crise climatique. Le monde veut débarquer ici. Fait que même si j'expliquais ça à mon prochain en disant, mais c'est normal que ces gens-là viennent, pense à tout ce que t'as, c'est grâce à leur pays, c'est grâce à cette inégalité-là qui est érigée en système. Mais attends, là, ça veut dire qu'il faudrait tout être capable de se regarder. Nous, y compris, là. Des fois, je suis comme... J'ai fait un stage de survie en forêt, puis j'étais là, hey, OK, genre, on n'est pas supposé vivre avec autant de confort. Tu sais, on est arrivé à un degré incroyable, puis on n'est plus adapté pantoute, là, à être sans chauffage l'hiver, couper notre bois toute l'année. Imagine, s'il fallait faire ça. Tu sais, Manger aussi tout l'été, varié, qui ouais, est complètement tout. fucked up, qu'on mange plein d'avocats. On a mangé une salade de fruits avec 18 fruits ce matin qui Ça, viennent d'ailleurs. Exact, tu sais, fait que tout ça, tu sais, c'est comme, c'est pas tant qu'on est collaborateur, qu'on est un peu le... Mais on n'est peut-être pas assez opposants. C'est peut-être déjà Non, on n'est juste pas... ça. C'est difficile de conscientiser le monde, puis comme tu dis, qu'il soit pas dans le déni, parce que là, qu'est-ce que ça implique comme réflexion si on dit « Ah oui, Ben, c'est vrai, juste que quand c'est inégal. quand je pense à ça, on dirait que j'ai de la colère envers moi-même de ressentir cette peur parce que je fais comme « Oh mon Dieu, dans le fond, tout ce qui m'intéresse, c'est mes conditions à moi. » Parce que là, quand elles sont menacées, là, j'ai peur. Là, soudainement, ça me réveille la nuit. Là, j'y pense. Mais Chris, j'y pensais-tu à tout ce monde-là en 62 là-bas, puis en 73 là-bas, puis en 54 ici? Ouais. Puis c'est pas vrai que le fascisme, c'était juste la Deuxième Guerre mondiale, puis l'Allemagne nazie, Non. puis 2-3 pays. Non, non. Je veux dire, C'est constant. nos États capitalistes sont absolument fascistes dans leur impérialisme, dans leur façon dans de d'autres gérer les pays, peuples ben oui. ailleurs. Puis on le sait, mais on veut pas vraiment le savoir. Puis on fait comme si c'était pas de notre faute. Ça serait bien trop lourd à porter pour une seule âme, là. Tu sais, moi, quand je me Mais mets à aussi, il y penser a à une ça, propagande pour nous rendre Oui. complètement niais, là. bien sûr. Des fois, c'est bien de ressentir de la colère envers soi-même. Ça fait un peu sortir de la peur. C'est ça qui m'a sorti du désespoir de la première moitié où je lisais ça, puis genre, je faisais de l'anxiété chez moi à me dire Calice, c'est quand qu'ils vont venir cogner à la police, puis qu'ils vont me dire Hey, toi, viens faire un petit tour au poste, là. On va parler de Ton balado. ton balado. On n'est pas si loin que ça, hein, de ça. Ça risque de commencer plus par des menaces de mort dans ton inbox. puis Mais, des gens mais qui, ça, mais je veux dire, même si le pouvoir se décidait à justement commencer Ouais. ça, cette espèce des fois de soft autoritarisme, où c'est pas nécessairement qu'on va te fusiller dans la rue direct, mais on va te faire sentir que c'est pas tout à fait top, puis on va peut-être t'enlever un petit peu de moyens, puis on Comme va les peut-être te profs. faire Puis du là, trouble. ouais. Les profs aux États-Unis, les profs. C'est ça, exactement ça, Les là. sociologues, là, qui peuvent plus repasser la frontière puis retourner dans leur maison, tu sais. Moi, je sais pas. Puis je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent puis qui pensent que genre c'est un petit peu élevé, là, puis que là, c'est comme on est dans un film de nazis, là, mais genre, faut rappeler qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a une police politique, là, l'ICE, là, que le budget vient d'être triplé. Il y a autant de financement à l'ICE que pour l'armée canadienne au grand complet. Ils ont développé des camps de concentration, sont en train d'acheter des entrepôts pour faire d'autres camps de concentration, mais il y en a beaucoup qui sont vides. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'équivalent d'une armée canadienne, prête à arrêter autant de personnes qu'ils veulent pour les mettre dans des camps de concentration, sont capables en ce moment de faire ça. J'exagère pas, là. Ça, là, c'est tout accessible. Puis, ils sont en train de soudoyer les États, donc les États américains, là, les 50 États, pour avoir la liste des électeurs avec le plus de data possible sur eux, parce que quand tu veux crosser, tu veux plus retourner dans une démocratie, parce qu'ils sont plus en démocratie, si tu as la liste des électeurs puis que tu sais c'est quoi leur profil, là, tu es capable de remplir des camps de concentration de gens en disant, comme ils ont dit, la gauche, il faut crack down sur la gauche parce qu'il y a eu Charlie Kirk qui est mort, fait que là, il va falloir arrêter la gauche, l'extrême gauche, tatata. T'as pas à arrêter tant de gens que ça. Quelques dizaines, centaines de milliers, puis après ça, tu dis, t'invoques l'Insurrection Act pour dire, ah ben là, ça barre vraiment dans le pays, donc pendant les élections, l'ICE va entourer les bureaux de vote pour que ben du monde aille pas voter non plus. Fait que, tu sais, surtout si t'as fait peur à tout le monde en arrêtant n'importe qui, puis tous ceux qui s'exprimaient. Fait que ça, on l'a vu, ça s'est passé en Russie. C'est ça qui s'est passé en Russie. C'est ça qui s'est passé en Hongrie, d'une certaine manière, mais tu sais, c'est un Puis processus. c'était ça la crise d'octobre aussi. Oui, mais au moins Je veux la dire- crise d'octobre, tu sais, ils ont fait ça pour donner un électrochoc, puis après, ils... Oui, mais je veux dire, tu sais, le mais- monde qui dit mais jamais ici, mais déjà Ben, ici. ouais. Je veux dire, c'est ça Exact, l'affaire. exact.
Puis je pense qu'on a tous ce réflexe-là aussi d'attendre un événement, un moment, comme si Puis là, on va fascisme réagir. va s'installer. Ouais. Mais Chris, dans les faits, on est déjà dedans. Oui, puis on l'a pas vu tant que ça. Non, puis ça va continuer, c'est toujours à petites gouttes. Puis je comprends que c'est dur là-dedans, dans cette continuité-là, de faire j'ai rien fait à date, comment je commence à faire quelque chose là. Je pense qu'il faut sortir de cette affaire-là de il n'y aura pas une journée, ils vont nous annoncer à Radio-Canada bonjour, le gouvernement est fasciste, ils viennent de nous l'annoncer. Si vous vouliez vous organiser Il est et trop tard. résister... Ben, oui, il est trop tard. Il y a une nouvelle quotidienne là, le samedi qui s'appelle Mimosa. Je pense que c'est ça le... C'est le signe. C'est le signe, C'est ça. le signe. Je trouvais ça important de le souligner. Parce que les gens pensent qu'on va juste faire le party, mais non, il y a comme une réflexion aussi derrière ça. Alors, c'est toi qui... Non, mais C'est l'anti-intellectualisme qui prend d'assaut les ondes. Mais je dis ça en général, là, tu sais, je trouve que les médias nous montrent bien qu'ils vont pas nous l'annoncer, mais ils nous l'annoncent de plein de manières. On dirait qu'ils font un dernier souffle là, pour le capitalisme. Là. Achetez des chars, vendez votre or. Voici une super bonne chronique du Trisac. Tu sais, ils nous parlent de ça dans la presse, mettons. On dirait littéralement qu'ils sont en train de nous envoyer des signaux d'alerte sans dire fasciste. Ils disent... C'est cette ambiance-là. Il y a un de ceux dont je parle, Jason Stanley, Ouais. qui a fui, il est donc professeur à Yale, qui est décidé de venir habiter au Canada. Il est maintenant à l'Université de Toronto. I mean, I wrote my book, How Fascism Works, in 2018, laying this all out. And as I said, it's an international struggle. You know, working in India, working in Brazil, these are all countries where I'm connected with journalists, politicians, and this is an international movement against democracy. And so the idea that it couldn't come to the United States and the idea that it couldn't come to Canada is incredibly naive, and it was facilitated precisely by the kind of disbelief that these countries could fall. So it is absolutely essential that we not be surprised by it. Puis lui, quand il décrit la politique fasciste, c'est-à-dire la manière dont les fascistes s'y prennent pour transformer l'espace public puis se mettre au pouvoir, il y a plusieurs stades du fascisme. Il y a un stade où il arrive au pouvoir, puis c'est bien dur de reculer après ça. Puis il en parle, il nomme toutes les affaires qui sont particuliers à la politique fasciste. Il dit, regarde, je vous l'ai dit, OK? Pensez à ce que ça vous fait penser au Québec en ce moment, là, même si on est pas aux États-Unis. Là. Évocation d'un passé mythique. On peut comparer ça un peu au love bombing des narcissiques. Là. C'est genre, nous sommes vraiment hot et maintenant, nous On va perdre souffrons. le français. Tout ben, ça, là. Legault qui nous parle du bon fun d'antan qu'on peut plus Exact. avoir. À cause Plessis, c'est des un bon immigrants. gars. À cause des immigrants, on n'a plus le bon vieux fun Exact. d'antan. Ça, Exact. c'est fou, là. Ça, c'est vraiment, tu sais, Après what? ça, propagande intensive, tordre les idéaux de la culture commune pour faire de la propagande avec. Ça peut être la liberté. Tu sais, la liberté aux États-Unis, mais t'es en train de construire des camps de concentration, puis t'as une police politique. Allô, genre, la laïcité au Québec. L'idéal de la laïcité, c'est genre, on va pas cibler aucune religion. Qu'est-ce qui est en train de se passer, tu sais? Après ça, anti-intellectualisme, atmosphère de fiction, cooptation des médias dans cette atmosphère de fiction-là. Fait que ça peut être par l'achat des médias sociaux, on sait à qui ça appartient. Le monopolistique dans les médias Ouais. dangereux, genre Exact. Québécois. Hiérarchisation des humains. Fait que, il y en a des plus hauts, il y en a des plus bas. Le groupe dominant est présenté comme victime. Ah, Invocation de l'ordre et de la sécurité contre des ennemis du peuple ou des gens qui menacent le C'est groupe dose. dominant. Ouais. Anxiété sexuelle, les trans. On va souvent aussi accuser les immigrants de violer nos femmes. Ça revient régulièrement. Les villes sont présentées comme un lieu de déchéance morale, puis finalement, survalorisation du travail. Tous ceux qui essaient de défendre Les larbins. les conditions, soit les syndicats, soit ceux qui disent qu'on a besoin d'aide sociale, c'est des paresseux qui veulent rien savoir. Puis si tu travailles puis que tu te laisses exploiter, là, t'es une vraie personne, t'es un vrai homme, puis c'est ça. l'autre jour, il y avait un article dans la presse et ça m'a tué complètement. C'était genre, est-ce que des fois, quand votre boss est méchant avec vous, c'est pour votre bien? Tu sais, c'était Ouais. littéralement ça, là, C'est tu sais, on niaise. capotait. Ah, Un des meilleurs, c'était aussi est-ce que la guerre, c'est bon pour la bourse? Récemment, je me là, la semaine rappelle ça, passée. là. Semaine Mais Ça, c'est t'es comme- horrible, c'est donc bien Êtes-vous en correct? dehors Je rêve, de il y en toute a un, il y a un titre, considération morale. Nicolas Bérubé, qu'on appelle Lingot d'or, un de nos prefs à la presse, qui avait le titre d'article, c'était « Je rêve d'un crash boursier Puis, ». Ben, Pour- c'est- Parce que comme ça, tu peux tout racheter pas cher, puis c'est là Mais que la bourse est facile à dans le jouer. fond, je rêve que les enfants meurent. C'est juste quand tu vois l'économie comme une abstraction qui a pas... tu sais, c'est comme si ça n'avait pas d'incidence sur le réel, mais je veux dire, l'économie... Mais ça aussi, c'est un symptôme du fascisme. C'est genre, il n'y a plus de considération morale qui valent. On est perdu dans un abysse de comme d'échéance morale qui fait que là, il y a une espèce de pornographie dans la pensée, tu sais, qui arrive, genre... Le fascisme, c'est pas juste aussi ne plus être capable de s'arrêter dans le capital.
c'est quelque chose qui arrive inévitablement quand on accumule. Quand on est C'est une même personne- plus de l'argent, c'est devenu juste du C'est ça. pouvoir, c'est ultra pulsionnel. À un moment donné, tu sais, les Peter Thiel de ce monde, là, puis Elon Musk, Ils et voient compagnie, pas cet là, argent-là. sont pas dans de l'argent, là. Non. Ils sont dans I'm gonna take over the world, comme dans leur roman de Puis- science-fiction. C'est des enfants, genre, sont comme. Ouah! Puis ils veulent pas mourir. En plus, ces Chris-là, Ouais. ils veulent être gelés puis revenir Ouais. dans 100 ans pour Ouais. redominer. Genre, Ouais. c'est des... Puis Donald Trump veut pisser sur l'histoire en s'assurant qu'il y ait des monuments plus gros qui vont un jour avoir des ruines extraordinaires dont on va se souvenir comme les Mayas, comme les Incas, comme ci, comme ça. Il veut qu'on se souvienne de lui dans des millénaires, mais ils sont malades, là, tu sais, c'est une C'est une maladie. blessure égoïste. C'est ça. C'est Mais comme tu il y a- sais, bon. c'est pas un accident non plus. Je veux dire, le capitalisme, dans l'instauration de la compétition entre tout le monde, on dirait que ça fait en sorte que souvent, ceux qui s'en tirent le mieux sont ceux qui ont les pires valeurs, sont ceux qui ont les pires défauts. Ouais, Puis là, on le remarque, c'est parce que ces la morale est gens-là- un frein à l'enrichissement. puis Complètement, complètement. Fait que c'est pas comme un accident non plus de genre, hey, c'est bizarre, toutes les pires personnes, on dirait qu'ils réussissent. Non, Chris, c'est fait de même. Ce système-là est fait pour ça. Faut pas se surprendre non plus qu'on arrive là. Puis une fois que les pires personnes sont au top, ben pour eux, c'est pas assez de juste être au top. Faut en plus que le système devienne encore pire. Puis ils deviennent des modèles pour tant de gens. aussi. Et ça, c'est comme une perversion Ouais, aussi, ouais. justement, Ah oui, c'est une de perversion. ce que c'est d'être, de ce que c'est de. Tu sais, c'est pas ça qu'on essaie d'apprendre aux enfants. Non, mais c'est pour ça qu'on a une tâche, puis ça, c'est une tâche qui est pas glamour, là, mais genre de rebâtir une spiritualité morale qui est forte et fière d'elle-même. Mais ça se fait évidemment dans l'adversité, genre, c'est sûr que si tu commences à faire ça, puis que si tu commences à te ramasser une gang qui commence à vivre autrement tranquillement, en devenant de moins en moins lié et dépendant du reste du monde, puis en développant d'autres choses, une contre-culture, puis une force, tu sais, c'est sûr que dès qu'ils vont remarquer que tu es une force, tu vas te faire... Il faut se préparer à ça, il faut penser à comment on va réagir à ça. Est-ce qu'on va perdre nos énergies en réagissant à chaque fois? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va contre-attaquer? Est-ce qu'on va au contraire les ignorer? Est-ce que ça va être quoi la tactique? Toutes ces stratégies-là, il va falloir y penser sur le chemin. On a besoin d'en faire comme votre podcast, comme des livres qui s'écrivent en ce moment, comme des... Je parlais de l'idiot utile tantôt, comme... Il commence à y avoir un peu... qui sort un peu de terre, genre plein d'initiatives qui essaient de fabriquer du sens, de tenir une morale, de tenir une forme de spiritualité, tu sais. OK, tuer des gens parce qu'ils sont inférieurs, les mépriser parce qu'ils sont inférieurs économiquement ou sur l'échelle sociale ou whatever, c'est de la merde, genre, ça va C'est nous non. détruire et c'est non, tu sais. C'est sacré, genre, c'est sacré, la vie, la liberté, le respect, la dignité, genre, faut rappeler des choses auxquelles on est attaché juste parce qu'on y est attaché, là. Il n'y a pas un Dieu qui nous dit « oui, vous avez raison ». C'est à nous de dire « OK, on est dans un monde qui s'en va clairement de l'autre bord », puis on veut pas parce qu'on tient à ces valeurs-là, fait qu'on est obligé de se battre, puis on est obligé de reconstruire, disons, une confiance en notre, je dis spiritualité, mais dans le fond, c'est un attachement à des valeurs, on peut appeler ça n'importe comment, mais tu sais, il y a quelque chose de romantique là-dedans, puis il faut l'assumer, là. On est un peu flottant avec nos idées qu'on veut réenraciner, puis ça va demander full de travail. Ben, en fait, c'est fou parce que ça me fait penser au concept d'inconditionnalité, duquel Kev Lambert parle dans le dernier numéro de Liberté. C'est quoi? C'est que la gauche se doit de être inclusive et étant inconditionnelle, peu importe l'ennemi. De dire, peu importe d'où tu viens, ce que tu es, ce que tu représentes, toute vie est en soi valide et nécessaire. Et tout est en relation dans la vie des uns envers les autres, nous envers la planète aussi. C'est une idée intéressante, des fois, pour recentrer notre lutte, je trouve, parce que je pense que des fois, dans la guerre, on finit par se perdre. Des fois, même dans la guerre des idées, c'est qu'on finit juste à être deux opposants. Puis c'est souvent ce qu'on voit là en ce moment, c'est de se faire dire, ben en quoi la gauche est pas aussi pire que la droite? Puis des fois, on sait plus quoi répondre. Parce que je pense que ce que les gens retiennent, c'est beaucoup ça. C'est deux côtés qui s'opposent. Puis les deux exagèrent des fois. Mais tu te dis, ben non, moi, la différence, c'est que quand je me bats aussi même pour la dignité de mes ennemis. Ils vont dire ça, ils arrêtent pas de dire, les dretistes, genre, je me bats pour que tout le monde puisse dire son avis, même toi. Non, l'affaire, c'est qu'eux autres, ils se battent pour exclure. Puis on le voit en ce moment, ils ont le pouvoir et ils excluent. Ils veulent déporter du monde, ils veulent mettre plus de monde en prison. Ils veulent empêcher des femmes, mettons, d'être autant dans l'espace public. Ils veulent empêcher des femmes voilées d'être dans l'espace public. Ils veulent exclure fondamentalement. Moi, là, au final, mon but, c'est pas de mettre François Legault en prison. Il a le droit d'avoir un appart, lui aussi, puis d'exister. Moi, ce que je veux lui enlever, c'est son pouvoir. Pas sa vie, pas sa liberté. Je pense qu'il y a quelque chose de quand même important à recadrer là-dedans, des fois, juste pour se dire, c'est correct, quand on se faut bat, des l'assumer, fois- ça. Moi, je veux t'enlever ton Faut pouvoir l'assumer. parce qu'un pouvoir, c'est un pouvoir sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est une violence. Exact. Tu sais, je veux dire, tu veux avoir du pouvoir sur nous.
Fait que là, ils sont là, qu'est-ce qu'il y a de mal contre la richesse? Ces gens-là détestent que le monde s'élève. Ben, c'est parce que si tu t'élèves, c'est peut-être que tu me rabaisses, tu sais. Je veux dire, pourquoi tu devrais avoir autant de pouvoir décisionnel? Pourquoi tes affects, tes désirs devraient être aussi importants? Alors que c'est faux que tu participes plus à la communauté que quelqu'un qui soigne des malades ou qui enseigne à des jeunes ou qui... Qui fait un balado de gauche. Ouais, qui retricote notre sens commun à un moment où il est en train de péricliter, tu sais. Fait que on a besoin de tant de gens, puis là, pourquoi lui il fait ça? Puis en plus, il clairement, tu sais, je veux dire, on a-tu besoin de François Legault? Non. Non. Mais je suis quand même d'accord. On dirait on a colonisé le monde au complet. Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus de nouveaux coins de territoire à trouver. Il y a eu un moment où il y avait ça, là, des explorateurs. Il y avait comme cette idée-là où genre tu pouvais partir avec ton chapeau puis comme marcher où personne n'avait marché, même si finalement tu trouvais des indigènes là, mais c'était comme... Ouais, c'est ça, personne sauf des millions d'Autochtones. Mais il y avait quand même des lieux qui n'avaient pas été beaucoup vus ou qui n'avaient pas été découverts. Là, c'est terminé ça, cette période-là. Ouais. Maintenant, je crois que l'espace de colonisation se fait, entre autres, à travers les médias et en ligne, puis c'est nos esprits. Notre attention. On se fait coloniser les esprits, puis je pense que là, il faut travailler en premier à décoloniser ça, parce que on n'est pas prêt, puis il est trop tard. On a perdu tous les territoires. Là. Ils nous appartiennent pas à personne. La propriété privée a tout, puis c'est jamais nous. On peut pas mener cette bataille-là, je pense, avant de décoloniser déjà ce qui a été fait dans nos têtes. Comment on va retrouver l'emprise sur nos têtes puis sur notre histoire collective, notre récit collectif qui va être la source d'une contre-culture si on est tous colonisés à 80% parce qu'on passe combien d'heures par jour? Là, notre téléphone nous le dit, puis on est comme « Ah, ça n'a pas de bon sens », puis on continue, tu sais. Moi, je trouve ça capoté. Tantôt, je parlais on jasait un matin des enfants, puis je me disais... Les enfants, c'est difficile. Quand je dis plus de temps d'écran, là, on dirait qu'ils n'ont rien à faire, puis c'est pas comme quand j'étais jeune où moi, il y avait tout le temps des enfants dehors. Fait que je sortais dehors, puis il y avait de l'action, il y avait de l'activité, il se passait de quoi, là? Il y a moins ça, vraiment moins. Fait que c'est plus tough, faut qu'on essaie de remplir, tu sais. Mais c'est pareil pour les adultes. En ce moment, quelqu'un qui dit, moi, je quitte les réseaux sociaux, moi, je veux plus, c'est dégueulasse. Honnêtement, moi, je veux pas expliquer aux auditeurs pourquoi c'est dégueulasse d'être sur les réseaux sociaux, mais c'est dégueulasse, pour de vrai. Genre, on se fait violer la tête, là. On se fait fourrer en tête à longueur de journée, genre, ils vont chercher nos pulsions. C'est tellement... Si vous écoutez les discours qui ont été obligés de donner au Congrès, là, les gens des réseaux sociaux qui sont allés au Congrès américain dans des commissions parlementaires ont été obligés de répondre aux questions, c'est dégueulasse ce qu'ils font, là. Honnêtement, ils vont chercher ta pire vulnérabilité. Paradoxalement, quand on les quitte, on ressent un vide abyssal de ça, d'être violé dans la tête. Oui, parce que c'est une dépendance, c'est comme toute forme. Ouais. Mais quand tu le fais, ben, il n'y a personne. C'est comme je disais pour les enfants, il n'y a personne dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a plus de perrons d'église, on s'en désole, c'est sûr. Là, ça commence à faire longtemps, les perrons d'église. Y a-tu du monde d'un bar? De moins en moins, il y a quoi? Mais en même temps, il y a des activités, il y a des choses qui se passent, mais on est fatigué parce que cette machine-là nous suctionne tellement d'énergie. Puis on pense que c'est juste, on relaxe là-dessus, c'est pas vrai. Ça nous suctionne l'énergie, là. C'est pire que la cigarette et l'alcool. Ça nous rend... Quand on le ferme, on est toujours mal après ça. On se fait suctionner notre énergie, puis là, quand on lâche ça, mais le monde autour est pas riche comme il était avant les réseaux sociaux. Ben, il est pas disponible pas comme avant. Puis aussi, tu peux bien le faire avec ton chum, ta blonde, un ami, mais là, il y a quand même tout le reste du monde qui sont encore là-dessus, puis c'est dur de capter leur attention. T'es en compétition contre les algorithmes qui sont excellents pour stimuler genre le cerveau de ton interlocuteur. Fait que moi, si je suis dans un bar avec quelqu'un, faut que ça soit plus intéressant que sur la machine. On n'est pas disponible, genre, tu peux me parler de la pluie puis du beau temps, c'est bien correct. Tu sais, j'aimerais ça, là. Des fois, les vieux me font du bien pour ça, là. Il n'y a pas de pression, on peut juste chiller, on peut être dans le silence. Les raisins étaient pas chers cette semaine. Ouais, puis là, puis là, t'entends le frigo, t'entends le... Ah, moi, là, faut se réadapter à ça, mais c'est des gros nœuds à défaire quand même. C'est ça. Il faut on est capable, par exemple. Ouais, on est capable. Tu sais, il y a une époque où tout le monde fumait au Québec, une époque où le taux d'alcoolisme était genre vraiment élevé. Ouais. Tu sais, on est vraiment capable de faire ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je dis, si on veut commencer, moi, je pense que c'est important. Là. Je pense que ça fait partie stratégiquement, genre, les hosties de réseaux sociaux, là. Genre, enlevez ça de votre téléphone. Garde, faites ça à votre rythme, là. Je veux pas vous donner des ordres, là, mais tu sais, on est capable. Puis, enlever ça de votre téléphone, on peut se désabonner, mais on peut réapprendre à vivre sans ça. On peut même réapprendre à vivre sans cellulaire. On peut apprendre à vivre avec vraiment moins d'Internet. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas juste se libérer nous-mêmes. On ajoute un être humain disponible dans le monde. Fait qu'après, un autre peut se rajouter, puis là, le monde extérieur, la vraie vie, va devenir de plus en plus accueillante. Tu sais, si t'as du monde disponible, qui ont ralenti le débit dans leur tête, qui ont une bonne écoute, parce que on est tous devenus TDA, là. Même les TDA sont plus TDA, les pas TDA sont devenus TDA, on est tous devenus, genre, ça va tellement vite que la disponibilité, l'écoute, ça s'en ressent. Fait que là, comment tu veux bâtir une espèce de solidarité affective, solide, qui fait que tu le sais que c'est les gens avec qui tu entretiens des liens vont jamais te laisser tomber. T'sais. Mais c'est malade ce que tu dis. Je me sens comme emplie d'une joie immense de ces possibilités. Mais les gens sont très seuls. Puis faire ça tout seul, c'est épeurant. Ouais. Terrifiant.
Mais faire le Mais saut, c'est parent toujours d'arrêter de épeurant. boire quand toute ta gang, c'est des alcooliques. Oui, puis t'as l'impression que tout le monde boit parce que tout Oui. le monde que tu vois boit. Oui. Puis de la même façon, c'est sûr que si tu passes plein de temps sur les médias sociaux, tous les gens à qui tu parles sont ces médias sociaux, c'est là que tu leur Exact. parles. Oui. C'est toujours moins pire qu'on pense de l'autre côté On s'adapte de très cette vite. peur-là. Mais ça veut pas dire que ça va être facile. là. C'est pas ça que je Non. veux comme mettre de l'avant. Non, mais c'est possible. C'est à très portée de main. Ouais. Tu sais, ça se fait. Puis je pense qu'on est d'accord là-dessus aussi parce que tu en parles un peu dans le livre. Moi aussi, je suis quand même d'avis que ça passe avant tout la résistance par la communauté. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Physique, affective. Oui, parce que là, même en ce moment, j'ai l'impression que ce qu'il faut se mettre dans la tête, puis c'est peut-être désespérant et épeurant, je sais pas comment dire, il est trop tard. Là. On va souffrir, on souffre déjà. En fait, On va plein de gens passer par souffrent. un temps dur. Et on va souffrir encore plus. Ouais. Et ce qui nous attend est épeurant et grave. Ça va aller pire avant d'aller mieux. Fait qu'on n'est pas nécessairement dans gagner. Là, on est dans essayer d'éviter le pire du pire. Puis éviter le pire du pire, c'est justement d'avoir des contacts communautaires, que des gens nous aiment, nous fassent confiance et nous lâchent pas. Parce que là, en ce moment, nos rues, nos quartiers sont vides. Il y a plein de gens qui savent pas je suis qui, que je sais pas c'est qui, puis que j'aurais de la misère à dire je l'aide-tu mon voisin, je sais même pas son crise de nom. Là, il faut qu'on apprenne nos noms. Là, c'est fou, mais c'est ça, là, c'est repartir à zéro. Là. Vraiment. Puis il y a une fille, Cécilia, un des derniers chapitres, la grand-mère de ma fille qui a été une militante contre Pinochet là, dans la clandestinité puis tout. Elle, là, elle me disait genre, dans mon quartier, là, je savais exactement qui était de quel bord. Là. Je savais dans tel bloc à quel étage il y avait 4 alliés, mais il faut faire attention à lui. Puis cette rue-là, puis ce quartier-là, c'est tous nos amis, puis où ils habitaient, puis tu sais, genre, où je peux rentrer n'importe quand, puis qui sont comme sans me poser aucune question, ils me cachent. Tu sais, je veux dire, elle me racontait ça, puis j'étais juste, hey, on a du pain sur la planche. Là, Mais là, maintenant, c'est ça, mais pour les territoires en ligne. Mais ils ne veulent rien dire et ils sont absents. Mais tu sais, on Ouais, le sait où puis sont nos aussi- alliés en ligne, puis où ils ne sont pas. Oui, mais Chris- ton ennemi peut décider de tirer la plug là-dessus quand il veut. C'est Puis ce ton qui se ennemi, passe en Iran, là, puis tu sais, aussi- il tire la plug. Puis aussi, je veux dire, n'importe qui peut se faire un faux compte et infiltrer n'importe Ouais. quoi. Et il y a Ouais. comme quelque chose de... C'est très peu concret, ces espaces-là. Puis même dans les liens, parce que je dis pas qu'on peut pas créer de liens affectifs sur Internet, mais ils sont beaucoup plus friables. Parce qu'ils sont Ouais. pas basés sur des choses dont on a besoin, je pense, pour s'aimer, se connaître, des ouais. regards, des sourires, Ouais. des odeurs, des touchers, des choses qui font partie de l'expérience humaine, de Ouais. ce que c'est de vivre et d'exister. Ils sont comme, non, tout est ramené à un avatar, un nom. En fait, on est dans le marketing de nous-mêmes. On est devenus des petites compagnies Puis qui on se change, vendent. on se vend, exact, c'est le marketing de nous-mêmes sur les réseaux sociaux, puis on change vite d'avis sur les gens. Tu sais, on peut dire comme j'aime cette personne, comment elle s'exprime. Comment Ah, mais elle là, C'est si on une pose- affaire, Ouais. Ouais, bang. parce que je C'est ne vrai. connais pas. Alors que si c'est un ami, une vraie amie, je vais faire pas qu'est-ce qu'elle a pensé cette je journée-là. pourrais Elle me Elle a dit l'expliquera. ça, moi, je vais vouloir Ouais. questionner puis Tu sais, peut-être ou- lui demander. Ah, puis je pourrais ne pas être d'accord, puis c'est pas grave, je m'en Aussi. fous. C'est mon est allié. coupable de ça, là. Tu sais, Ben il y oui. a des gens que j'admire, des fois, ils font une publication, puis je suis comme, ah, franchement, là. Mais tu sais, Puis si c'est être quelqu'un ami que ou t'aimes, aimer, c'est pas tout aimer ou tout apprécier exact. ou tout. Tu sais, c'est pas ça. J'ai plein d'amis avec qui je suis pas d'accord sur C'est tout. ça. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on est plus. Tu sais, c'est-à-dire, je peux pas être ami avec quelqu'un qui pense complètement le contraire sur des trucs qui sont très importants Ouais. pour moi. Mais après ça, mais la démocratie représentative libérale, en tout cas, nous a fait à croire que tes amis, tes alliés, c'est ceux avec qui tu étais d'accord. Comme si, genre, ceux qui te ressemblent, ceux qui disent les mêmes phrases que toi, puis les mêmes credos, puis les mêmes maximes. Alors que c'est quoi une communauté forte capable d'offrir une résistance à des personnes violentes qui voudraient venir prendre tout ce que tu as? C'est des gens qui sont ensemble. Être ensemble est plus important qu'être d'accord et être pareil. Genre, c'est vraiment plus important. Puis on est capable de bâtir des communautés où tout le monde est d'accord. Mais c'est ça l'inconditionnalité, dans le fond. Puis je me rends compte que, en fait, c'est pas que la gauche est divisée, c'est que la gauche est pas rassemblée. C'est pas la même chose d'être divisé puis de pas être rassemblé. Puis peut-être même que si on était ensemble, une partie de ce qu'on appelle la droite, parce que moi, je vois beaucoup de vases communicants dans ceux qui suivent la droite. Les leaders de la droite me font chier, puis je les trouve dangereux et malfaisants. De la droite, disons, populiste de nos jours, là, en tout cas, on sait de quoi on parle. Mais ceux qui les suivent, moi, j'en ai rencontré beaucoup là, dans mes genres de pérégrinations. Puis dans leur esprit, ils suivent tel ou tel influenceur de droite, d'extrême droite, parce que ils trouvent que la liberté, c'est important. Parce qu'ils trouvent que la dignité, c'est important. Parce qu'ils trouvent qu'être capable de s'autodéfendre, c'est important. puis ça, on peut s'entendre là-dessus. c'est- Oui, peut puis s'entendre c'est le là-dessus. plus important. Puis que l'amour, ils tiennent à ça, leur communauté, ils se font des genres de parties, il y a de la culture, ils tiennent à ça. Puis je suis comme, on est vraiment pas si loin que Mais ça. c'est de ça que Naomi Klein en parle dans Le Double. Oui, exact. C'est Leurs qu'on est affects ont été kidnappés, genre, par des manipulateurs violent. violents. Puis je veux pas être plate, mais je veux dire, les affects de la gauche aussi ont été kidnappés par Ah une ouais. bourgeoisie Oui, qui, justement, tout à fait. peut paraître pour certaines personnes super snob, puis je Oui. comprends pourquoi ils aident pas, puis qu'il y a Ouais. du monde, des fois, peut-être en région,
ou des gens de la construction, mettons, Ouais. qui ont l'impression, ce monde-là rit de moi. Ouais. Ils pensent qu'on est des Parce que épais. j'ai pas les codes de Parce que moi, je suis allé à l'intellectualisme. l'université, mettons, Ouais. puis que je travaille avec mes mains, puis je suis d'accord, Chris, Ouais. vous êtes pas des épais, puis vous devez pas être traités comme ça par des snobinards de Montréal qui soupent au Leméac en petits soutes, puis qui disent, nous, on est de gauche, puis les valeurs universelles, puis on n'a pas d'affaires. Mais dans le fond, ces gens-là aussi ont usurpé la gauche, ce qu'elle représente. C'est valide pour les deux côtés, je pense, autant pour la droite que pour la gauche. Puis je pense que c'est ça qu'il faut essayer de briser, là. Il faut défaire ces statuts-là. C'est pas ces gens-là qui nous représentent. Ils représentent pas nos idées. Ils représentent certainement pas nos intérêts. Mais pour être capable de faire ça, puis de regarder tout le monde, peu importe genre par qui ils sont influencés en ce moment, genre avec les affects, là, vu d'un point de vue positif, tu sais. Moi, ça va m'arriver que, justement, dans mon truc de survie en forêt, tu sais, il y avait un gars, j'en parle dans le livre, mais lui, il était comme étonné de me voir là. Je pense qu'il s'est dit, je suis une genre de fouteuse de troubles de gauche, là, tu sais. Il m'avait suivi dans les médias, c'était un gars de région, col bleu, tu sais. Fait que, il y avait une image de moi, puis moi, j'ai eu une image de lui assez vite aussi, puis peu à peu, ben, dans le bois, tu sais, je veux dire, t'es tellement ailleurs, tellement... Finalement, on s'est reconnu des formes d'affect communs. Mais quand il parlait, tu sais, je voyais plein d'affaires communs, mais je voyais des fois des espèces de tropes, de modes de pensée de la droite, des médias Les qui consommaient. épouvantails qui ont Ouais. été implantés, là. Il était pas prêt à lutter pour, là. Il faisait juste les insérer dans son discours comme des évidences. Tu sais, il Genre pensait quoi, que tout le mettons? monde... ça peut être par rapport à l'immigration ou des jokes, mettons, pas très féministes, Les on va dire. féministes, ouais. Mais c'était même pas, tu sais, c'était juste, moi, je le vois parce que moi, mon cerveau, j'ai analysé tout ça. Fait que là, je vois genre, oh, tu sais, des petites phrases, un petit voyant rouge, mais je veux plus faire « Ah, tabarnak, qu'est-ce qu'il a dit ça? » Tu sais, je regardais puis j'étais juste « OK, tu sais, il y a un être humain, on est capable de connecter ensemble, puis il y a de l'espoir, mais je peux pas le blâmer parce que lui, ses amis, le lieu où il vit, puis son algorithme, il shoot à répétition certaines idées, puis que, bon, ils les endossaient un peu comme ça parce que c'est dans l'air du temps. Tu sais, en ce moment, on est pogné avec cette réalité-là. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec l'humain? Comment nous, on va faire pour arriver à redevenir, disons, une ambiance de valeurs morales qui puisse les atteindre tranquillement, doucement, qui puisse leur tendre la main aussi, là. Puis, tu sais, parce qu'il y en a une grande partie qui sont pas dans... C'est pas des fachos, là. Mais non, mais tu le dis, c'est comme si on avait toutes les mêmes valeurs fondamentalement, parce que ça, c'est vrai que tout le monde défend la liberté. Mais après ça, cette liberté-là, elle s'exprime souvent dans une fiction, une histoire qu'on se raconte. Qu'est-ce que c'est la liberté dans l'histoire que je me raconte? Puis pour certains, l'histoire qui se font raconter over and over tous les jours, par Radio X, par Comme whatever. d'autres mondes avant par les prêtres, là. Exactement, c'est que, mettons, tu vas la perdre ta liberté, tu laisses plein d'immigrants rentrer Oui. ici. Fait que là, finalement, sauver la liberté, ça passe par sortir des immigrants, mettons. Mais ça, c'est une histoire, ça n'a rien à voir avec la réalité. Puis je veux dire, de la même façon, je pense que là aussi, moi, je trouve que c'est important d'avoir une fiction qui raconte le monde d'une nouvelle façon. Ouais. Puis je pense que c'est ça que j'ai quand même aimé dans ton livre, c'est qu'il y a une façon où le récit se mêle à l'historique, puis c'est pas de la fiction dans le sens de ces histoires-là ne sont pas vraies, mais c'est dans le sens d'elles sont racontées comme des histoires comme ça qu'elles sont. Ouais. Puis une que j'ai particulièrement aimée, Prague 1977. Ah, tu l'as aimé? Yes! Je savais pas que C'est- ce soit trop intello. C'est Václav Havel et Jaroslav Dietel, c'est comme ça que ça se Dietel. prononce? Dietel. Peux-tu nous raconter cette histoire-là? Bon, il y a deux auteurs de théâtre, OK? Fait que Prague, c'est de l'autre côté du rideau de fer, c'est pays communiste, quand c'était encore la guerre froide. Moscou domine la moitié du monde, à peu près, puis dont tous les pays d'Europe de l'Est, dont la Tchécoslovaquie. Puis là, à un moment donné, ben Prague, c'est pas mal à l'ouest, c'est proche du monde libre, entre guillemets, hein, parce que c'est... Bon, enfin, Oui. Et il y a plein d'artistes, de penseurs, de profs, d'intellos, de jeunes, de musiciens, plein de monde qui font un gros mouvement pour dire on veut plus de liberté, ça n'a pas de bon sens, il y a de la censure, on n'a pas la liberté de parole, c'est pas une démocratie, on est tanné. OK. Ils réussissent. Le mouvement grossit, ça s'appelle le Printemps de Prague. Là, c'est extraordinaire. On est en 68. Puis le gouvernement dit « OK, je vais faire des réformes. Il va y avoir plus de liberté en Tchécoslovaquie. » Moscou dit « Wow, minute. Si eux autres font ça, ça va débouler, ça va faire l'effet domino. On va perdre le contrôle. C'est notre territoire. Faut leur montrer ces kilomètres. C'est assez. » Moscou roule sur Tchécoslovaquie avec ses chars. Le Printemps de Prague est écrasé. Moscou remet des espèces de marionnettes à la tête du pays. Et maintenant, c'est l'époque de la normalisation qui commence. Ça veut dire qu'on va tout remettre à la normale, entre guillemets. Les États-Unis, en passant, qui étaient l'hégémon de l'autre côté, ont fait la même chose dans plein de pays. Là. Ils ont fait ça au Chili, ils ont fait ça ailleurs. Fait que là, il y a deux auteurs de théâtre
qui ont participé activement au Printemps de Prague, des leaders du Printemps de Prague. Le nouveau régime de la normalisation les prend puis dit, là, vous avez mal agi, il va falloir que vous alliez à la télé, il va falloir que publiquement, vous vous excusiez pour vos actes répréhensibles de vouloir plus de liberté dans votre pays. Fait que on va vous demander de faire ces excuses publiques-là. Il y en a un, c'est Václav Havel, il dit non, jamais. L'autre, c'est Jaroslav Dittel, il dit, ben oui, d'accord. Fait que Jaroslav fait ses excuses. Václav Havel, il a pas voulu, t'as plus le droit d'écrire, t'as plus le droit d'être un artiste, il devient brasseur de bière. L'autre, Jaroslav Dittel, il devient l'espèce de Fabienne Larouche de l'époque. C'est téléromans, quand ces téléromans jouent à la télé, les rues de Prague sont vides, tout le monde écoute ça. C'est vraiment fondateur, c'est un marqueur de culture super important, c'est les filles de Caleb, là. Fait que lui, c'est un bon dialoguiste, il y a des histoires d'amour, c'est genre vraiment, c'est un bon, il y a du talent, tu sais. Mais en arrière, le décor, c'est quoi? C'est la collectivisation de l'agriculture qui a causé des centaines de milliers de morts de l'autre côté du rideau de fer. C'est un truc horrible. C'est un truc de massacre. C'est un truc détestable. C'est la destruction des centres-villes d'Europe de l'Est. Ils ont détruit tout le patrimoine le plus impressionnant de plein de grandes villes d'Europe de l'Est pour construire des espèces de trucs mégalomanes pour des dirigeants dictatoriaux dégueulasses. Fait que c'est présenté comme normal. Des fois, certains personnages travaillent pour ça. C'est présenté comme le progrès, l'avenir, la normalité. Okay? Fait que le décor est présenté comme normal. Les gens veulent juste le dialogue, veulent juste l'histoire d'amour, mais le décor est super important. Qu'est-ce qui fait le système? Il demande à Jaroslav Dittel, en fait, check, tu vas pouvoir écrire, tu vas pouvoir briller par ton art du dialogue, mais je veux qu'en arrière, tu mettes le décor considéré comme normal. Il le fait, puis il réussit bien cette affaire-là. Fait que genre, après, Václav Havel, il se fait mettre en prison parce que même s'il est brasseur de bière, il continue de brasser de la merde un petit peu. Fait qu'il finit par se faire mettre en prison à un moment donné. Puis en prison, il écrit un des plus grands livres sur la dissidence en Europe de l'Est de cette époque-là qui s'appelle... Le pouvoir des sans-pouvoirs. Le pouvoir des sans-pouvoirs. C'est pas lui que Mark Carney a cité? Oui. Exact. Ah, le Christ! Puis dans Le pouvoir des sans-pouvoirs, il raconte... Il fait juste mettre en scène une espèce de personnage qui est un épicier, là, un gérant d'épicerie, OK? Fait que là, le gérant d'épicerie, lui, il reçoit de ses supérieurs une espèce de pancarte, mettez ça dans votre vitrine, puis c'est écrit « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». C'est le slogan de tous les pays communistes de l'époque. Fait que c'est très le pouvoir, tu sais. Fait que là, il dit « Mets ça dans la vitrine en avant ». Fait que là, il est obligé de mettre ça là. S'il met pas ça là, ben là, c'est un mini-acte de dissidence, là. Ça va être jugé comme bizarre. S'il met, qu'est-ce qu'il fait? S'il met, ce qu'il fait, en fait, c'est faire sa petite part de normalisation. Il fait comme ce que Jaroslav Dittel fait avec son décor en arrière de ses téléromans, mais c'est dans la vraie vie. C'est le décor de la vraie vie. Je mets la pancarte qui va participer au décor de la vraie vie. Tout est normal. Le slogan du régime communiste, c'est normal. Je suis d'accord avec ça. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? Quel message il envoie? Il envoie le message de sa soumission. C'est sûr que s'il était écrit sur la pancarte, genre « Je me soumets au régime et à mes boss, je ne veux pas avoir de troubles et donc je mets cette pancarte-là », ça serait humiliant pour lui. Il y aurait pas mal plus de misère à le mettre. Mais c'est ça le message quand même. Mais c'est ça le message qui est en dessous. Le message vide, parce que ça dit ici, mais ça, c'est pas pour convaincre les passants qui lisent techniquement l'affiche, parce que d'un, tout le monde s'en sac puis personne tout le monde lit le voit ça. partout. Ouais. Il le fait par conformisme et soumission à l'autorité. Il obéit tout simplement pour ne pas s'attirer d'ennui. Mais c'était intéressant parce que tout ça nous menait au pré-politique. Puis c'était la première fois que j'étais mis devant cette idée que je trouve quand même intéressante. Puis j'ai l'impression que c'est là-dedans qu'on peut agir. Parce que, justement, on en parlait tantôt, cette idée-là, là, quand tu demandes aux gens, sentez-vous que vous êtes représentés, que vous avez du pouvoir, que vous pouvez faire quelque chose? Tout le monde dit non. Parce que je pense que le politique nous échappe. Il est loin de nous. On se sent plus représenté. On n'a pas confiance en nos élus. On n'a même pas l'impression non plus qu'on pourrait mener une campagne, gagner, se rendre là, changer quoi que ce soit. On a eu des exemples de gens qui l'ont fait, je sais pas si t'en connais, puis qui ont eu de la difficulté, puis qui ont trouvé que finalement, c'était peut-être difficile de bouger ce gros bateau-là. Mais donc, dans cette espèce de sentiment-là d'impuissance, il y a comme quelque chose où on dirait que ça arrête. C'est comme si on fait « je sens qu'il faudrait, mais je peux pas ». Mais le pré-politique, c'est ce qui vient avant, puis ce qui permet des fois de faire changer le politique. Puis ça, c'est plus à la portée de toi et moi et tout le monde. Surtout que des fois, c'est même pas faire, c'est juste refuser. Lui, dans l'histoire, Václav Havel écrit, si le gars, il décide de pas mettre la pancarte dans sa vitrine, il dit, en fait, je suis pas d'accord avec cette hostie d'affaires-là, puis ça me touche pas, puis j'ai pas le goût d'acter ma soumission, je le mets pas. Il va commencer à se faire regarder comme quelqu'un de bizarre. Il va peut-être même être rétrogradé dans son entreprise. S'il continue, si aux assemblées, il vote du mauvais bord, s'il continue à dire à chaque fois, attends, est-ce que je suis en accord avec ça? Non? OK, je ne vais pas le faire. S'il continue de se refuser aux injonctions que le pouvoir y fait de participer au décor de la normalisation de ce monde qui est le nôtre, le leur à cette époque-là, mais Václav Havel disait que ça s'appliquait très bien aux démocraties occidentales, ce qu'il raconte là. Donc, s'il décide de le faire, il va commencer à être un espèce de weirdo. Il va commencer à être quelqu'un que le système, mais pas juste le système, le monde autour vont commencer à vouloir rejeter comme quelqu'un qui s'écroche un peu, c'est là, je veux pas être vu avec lui. Non, il va commencer à perdre des points socialement.
Mais en même temps, il va commencer à libérer en lui cet espace-là de libre arbitre puis de liberté. L'espace en lui qui était dominé par le pouvoir, donc c'est comme un territoire, on peut voir ça comme quasiment un territoire militaire. Le pouvoir lui marchait dessus. Puis là, il a dit non. Là, il est rejeté un peu, mais il vient de reprendre un territoire. Il a gagné quelque chose politiquement déjà, le sien. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Comme c'est arrivé avec Vaclav-Havel pendant qu'il brassait de la bière, d'autres personnes qui avaient regagné leur pouvoir en eux, qui avaient regagné cet espace pré-politique, se sont rencontrés, se sont reconnus entre eux, ont commencé à écrire, à jaser, ont commencé à bâtir quelque chose, des liens, mais aussi une force, parce que dès que t'es plus tout seul, t'es un petit peu plus fort. Puis ça, c'est l'espace pré-politique. C'est pas encore... On n'est pas dans l'action littéralement encore. politique pour changer, disons, le Non, système ou les c'est ça. rouages, Ouais. mais on prépare un terrain, Ouais. on donne un endroit. Puis tu sais, ça me fait penser justement à cette histoire-là là, du magasin et de cette pancarte. C'est quand même si tu y crois pas puis que tu fais ça juste pour t'éviter des troubles, parce qu'effectivement, tu parles pas aux passants, tu parles en haut, tu parles au pouvoir, tu dis ici dans le magasin, il n'y a pas de problème. Mais ça, ce que ça fait, c'est qu'en tant que passant, moi, je sais que dans ce magasin-là, je peux pas parler de liberté. Parce Oui. que je me dis, cet espace-là est peut-être pas safe là, Exact. pour m'ouvrir. Si tu vois qu'il l'a pas mis, puis que tu sais qu'il s'est fait taper dessus pour pas l'avoir mis, là, tu sais que tu peux parler. C'est ça. C'est quand Parce que, tu y fait vas. que donc, tous ces espaces-là qui acceptent justement de faire partie du décor de la normalisation sont donc des espaces où on ne peut plus libérer notre parole, parler de nos affects, comme on parlait tantôt là, de ce Russe qui disait « Moi, mes valeurs là, que je suis pas capable de nommer, mais c'est ça, tous ces espaces-là, je peux pas les nommer là, c'est dangereux. » Exact. Fait que tout ce qui me reste, c'est mon crise de petit journal cachant en dessous de mon lit, Ouais. parce que ça, c'est un espace libre, ou en tout cas, j'ai l'impression pour l'instant qu'il Puis l'est. même là, on voit que lui, ce Russe-là dont tu parles dans son journal, il Il a est tout peur. fucké, il Il a est tout mélangé parce qu'il est pas capable d'exprimer sa pensée. Mais Même ça à lui-même, il est tout montre-tu seul. à quel point le monde te pousse dessus quand tu as Ouais. l'impression que les mots dans ton journal te regardent et sont un danger pour toi-même? Ouais. Ça veut dire que tu n'en as plus d'espace de liberté. Mais ça, je trouvais ça intéressant. C'était vraiment une belle histoire, ça. Je trouvais que c'était quasiment une fable. Chris, deux Oui. artistes, la révolution, Oui. le pouvoir arrive, les tanks roulent. Il y en a un qui C'est choisit « Je vais m'excuser », il finit riche à la TV. Oui, oui. L'autre s'en va brasser de la bière. Mais là, je veux qu'on se rende à la fin de l'histoire parce que c'est quand même bon, il y a comme une bonne chute. Ouais. Là, c'est ça. Il brasse de la bière puis il brasse de la marde un petit peu par en dessous. Ouais. Mais malgré cette Puis tentative-là, son meilleur ami se fait interroger tellement raide par la police secrète qu'il meurt. mais malgré, c'est ça, cette espèce de tentative-là de l'URSS d'écraser ce mouvement-là en Tchécoslovaquie, ben, il revient quand même. Ouais. 10 ans plus tard. Ouais, fait que Vaclav-Havel qui écrit, parce que ce qu'il a écrit, il avait pas le droit de l'écrire, fait que c'est un samizdat, c'est une affaire recopiée à la main que tout le monde se passait, fait que sa parole était extrêmement libre alors que lui est en prison. Sa parole était plus libre que celle de la majorité des citoyens du Et pays. plus libre que son collègue qui, lui, est pas en prison, mais est pogné pour écrire de la fucking propagande. du Ouais, parti Dietl, dans ses téléromans de Fabienne Larouche. Ouais, mais le mouvement meurt pas. Il arrive pas à mourir, puis lui, il participe, même s'il est en prison, mais il y a d'autres mondes aussi, puis ça remonte jusqu'à la chute du communisme en Tchécoslovaquie, puis là, le peuple supplie à travers des grandes manifestations, Vaclav-Havel pour lui donner la présidence. Puis Vaclav-Havel dit non, je veux pas, je suis pas ça, moi, je veux pas être un homme de pouvoir, je suis pas ça. Puis le peuple le supplie, finit par accepter en disant que résister, c'est aussi prendre ses responsabilités, puis que là, il prend une responsabilité, puis il était un excellent président pendant plusieurs années, il était le premier président de la Tchécoslovaquie, puis après de la Tchéquie quand le pays s'est séparé. Puis il a pris sa philosophie, puis tout son activisme pour répandre ça sur la scène mondiale après, chaque fois qu'il faisait un speech à l'international. Puis, Pour être maintenant c'est- cité Par McCartney. Ouais. Mais ça, c'est le double de Naomi Klein encore. Oui, parce que... C'est Mais- un premier ministre néolibéral Mais moi, je- qui a usurpé une parole révolutionnaire pour la ramener Dans son camp, dans son camp. pour Exact. comme la neutraliser. C'est une forme de gaslighting. Vaclav-Havel dit dans Le pouvoir des sans-pouvoirs qu'en fait, le système peut fonctionner juste si son mensonge est normalisé. Dès qu'il y a quelqu'un qui prend sa flashlight puis qui met sur les piliers fragiles, je paraphrase Vaclav-Havel, il met sa flashlight en agissant, en refusant sur les piliers fragiles du pouvoir. Regardez, c'est un mensonge. Checkez comme c'est shaky, ce pilier, genre. Il vous présente ça comme une évidence, mais c'est pas une évidence. Puis là, il y a la moitié du monde qui va faire « Mais c'est vrai? C'est de la merde? Pourquoi on fait tous ça? » Puis il y a l'autre moitié du monde qui va dire « Hey, moi je le faisais, puis je veux pas avoir à me regarder dans le miroir, fait que je veux que cette personne disparaisse, elle et son geste, genre, va chier, genre. » Mais tu viens de créer une fracture dans la société et de faire apparaître à la moitié du monde que le système repose sur des bases fragiles qui reposent sur du mensonge. Quand c'est normalisé, on le sait pas, c'est dur. Mais quand tu fais apparaître le mensonge avec ta petite flashette, tu peux être une seule personne, tu peux être 10 personnes. Tu viens de fragiliser le système de manière assez massive, puis c'est pour ça que le système réagit en tabarnak. Mais en même temps, en réagissant en tabarnak, il montre sa faiblesse, il montre sa panique. Il se révèle. Il se révèle. Fait qu'on voit, c'est comme plonger là, les anciennes photos dans l'espèce de liquide là, qui révèle la photo. C'est ça qui se produit à ce moment-là. Tu sais. C'est intéressant. Tout le monde le voit.
Tout le monde peut le voir. Fait que ça, pour moi, c'est encourageant parce qu'on se dit, on ne sait pas par où ça va passer, mais si on reste vigilant face aux demandes que le système nous fait, il y en a qu'on va faire « j'ai pas le choix, j'ai pas l'énergie aujourd'hui, j'obtempère », puis il y en a qu'on va faire « hey, sais-tu quoi, ça, là, si je dis oui ou je continue de dire oui à ça, là, je me gruge à l'intérieur, je vais finir soit en burn-out, ou je me trouve dégueulasse, ou je suis pas capable, ou j'ai envie de dire non, j'essaye ». Puis moi, là, honnêtement, je regrette rien, je le conseille à tout le monde. J'adore! Il y a une chose qui m'a vraiment marquée. Moi, puis Phil, on en parle beaucoup ces temps-ci. Je voulais te remercier de ne pas avoir parlé d'espoir. Il y a une injonction à l'action, qui est vraiment différent de l'espoir, qui est comme un peu... qui flotte, qui est comme quelque chose sur lequel on peut pas vraiment s'appuyer pour du changement. Puis qui peut être passif même, tu sais. Ben, en fait, quand les bourgeois nous parlent d'espoir, c'est toujours de manière passive, l'espoir. Puis la morale est un frein à l'enrichissement. Ça aussi, c'est très bon. Tu as dit ça tantôt, puis je pense aux personnes riches et qui ont du capital. La morale est la dernière de leur... Ils sont en train de dire que l'empathie est un hostie de problème, puis qu'il faut que ça finisse. Parce que l'empathie est un bug civilisationnel qui nous empêche d'avancer. Imagines-tu? Imagine. Ben, ça dépend aussi vers quoi on avance. Je pense que c'est ça qu'il faut poser comme question, parce qu'avancer, ça dit pas dans quelle direction. Ça parle juste d'avancer. On peut avancer vers le trou, on peut avancer vers le four, on peut avancer vers les pics au fin fond de... On sait pas trop, mais on avance. On peut avancer vers les pics au fin fond de... C'est de la poésie, man. Mais justement, je trouve que ça en parle un peu. C'est en fait un extrait que tu as mis d'un discours de Václav Havel devant le Congrès américain. Il dit « Le seul véritable pilier de toutes nos actions, si nous voulons qu'elles soient morales, est la responsabilité. Responsabilité pour quelque chose de plus grand que ma famille, mon pays, ma compagnie, mon succès. Responsabilité envers un ordre supérieur de l'existence, où toutes nos actions sont enregistrées pour la postérité afin d'y être jugées. L'interprète ou le médiateur entre cet ordre supérieur et nous, c'est ce qu'on appelle la conscience humaine. Si je soumets mon comportement politique à l'impératif transmis par ma conscience, je ne peux pas me tromper bien longtemps. » Ça, c'est ce qu'il a dit quand il a accepté d'être président. C'est super intéressant. Coudon. C'est quand même... Mais ça, je trouvais... Cette histoire-là, c'est une fable. C'est une fable de La Fontaine, on dirait. Genre, oui, c'est vrai. Les deux artistes, puis là, il arrive ça, puis il y en a un qui prend un chemin, puis l'autre l'autre. Mais pour que la fable soit vraiment une fable, il aurait fallu que Yaroslav Dittel finisse mal, là, ce qui n'est pas arrivé, genre. Tu sais, il est encore reconnu comme « Ah oui, tu sais, c'est un bon garçon, là. » Sauf qu'en même temps, l'histoire va l'oublier plus, lui. Je sais pas comment dire, mais tu sais, dans les faits, c'est comme si pendant un moment, on avait l'impression que lui avait remporté la partie, puis qu'il a accepté de s'excuser. Il y a eu la richesse, puis il y a eu la célébrité. Puis si l'histoire finit comme ça, puis que l'autre est oublié comme un petit brasseur, ben là, on est comme un peu dans l'idée de « Ah, tu vois, des fois, ça vaut la peine de s'excuser, puis d'accepter, puis de normaliser. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Puis je veux dire, c'est pas important de passer à l'histoire, mais dans ce récit-là, il y a quelque chose de comme très fort, puis de très puissant, puis de voir que des fois, se fier à soi-même, de pas plier, ça peut même être payant, même si c'est pas obligé de l'être, là. Mais je dis juste, des fois, finalement, Chris, on fait bien. Je suis sûr qu'il a pas regretté, lui, d'avoir dit non, fuck you, puis d'aller brasser de la bière, de la merde, puis de faire de la prison, parce que finalement, il a vécu quelque chose de grandiose. Dans une de ses entrevues que je regardais, qui a donné vieux, là, tu sais, quelques années avant sa mort, il disait... En plus, c'était genre le George Bush Institute, là, qui demandait genre la liberté, genre parlez-nous de la liberté. Mais enfin, bref, c'est vraiment ce qu'il dit. Il dit une des choses qui nous gardait accrochés à ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire à rester proche de notre conscience, à suivre notre conscience, malgré les difficultés qui étaient grandes, c'est la joie que ça nous apportait de savoir qu'on était dans un chemin droit, vrai, en lien avec nous-mêmes. On savait qu'on était sur la bonne voie. Puis la joie que ça apporte d'être en communauté, de savoir que tu es sur la bonne voie, VS du monde qui reçoivent les encouragements du système, mais qui sont ces somnifères ou qui ont de la misère à vivre ou qui sont mal ou qui sont... Tu sais, je veux dire, quelque part, quand tu penses à la façon de vivre, à comment tu veux passer tes journées, là, être en lien avec toi-même, ça n'a pas de prix. Là, c'est pour ça que les bourgeois, les vedettes, les personnes riches qui nous parlent de joie comme une forme de résistance ou la joie comme « vous n'avez pas de joie, la gauche », moi, c'est parce que je ne mets pas mes billes de joie dans la politique. Je mets mes billes de joie dans la résistance à cette politique-là qui est mortifère. Je veux dire, je garde ma joie pour les gens que j'aime, ma communauté, la solidarité, le bénévolat, la balado, la lecture, l'écriture, l'art. Dans les liens que tu développes à travers ton militantisme mais aussi. Les injonctions à la joie
par la droite sont mortifères, en fait. Mais aussi, c'est d'une stupidité de tenter de réduire les gens à un état ou une émotion. C'est pas parce que j'ai de la colère que j'ai pas de joie. Ouais, des c'est fois, intense. des fois, le moment est à la colère. Mais Phil, tu des trouves fois, pas devant que- certaines choses, c'est la réaction normale et humaine d'être en colère, d'être triste, d'être déprimé, de vivre du Mais désespoir. c'est de tenter de nous disqualifier comme des killjoys, en fait. Mais le killjoy est une puissance morale et émotive fondatrice de la gauche. Moi, de toute façon, je reçois aucune injonction des gens qui veulent tuer des enfants pour du pétrole ou détruire toute la forêt pour faire des meubles Ikea. Puis qui disent Genre, que l'empathie est un problème. un bug Ça m'intéresse civilisationnel. pas, comme vous êtes disqualifié plusieurs fois. Puis là, à partir de là, vous ne me donnerez aucune leçon de Mais tu sais, morale, faut quasiment jamais. s'en foutre. Faut quasiment, genre, moi, tu sais, là, face aux manipulateurs, là, les psys, là, disent ne réagissez pas, ignorez-les, là. Je sais qu'il y a des affaires, des fois, nous, on veut réagir. Là, je dis pas que c'est une règle, là, mais par rapport à comment on prend ces critiques-là, là, genre, qui aille chier, genre. Tu sais, je Ben veux moi, dire, je trouve qu'il faut offrir un contre-discours jusqu'à une certaine mesure, c'est-à-dire, à un moment donné, Ouais, faut que nous, on leur répond, on peut se battre, mais je veux dire, par rapport à qu'est-ce que ça me fait, ce qu'ils disent. Ouais. Non, Tu sais, ça, je suis quand je veux d'accord. dire, T'as Dans une le- stratégie de payer du monde pour aller recopier ce qu'une intelligence artificielle leur dit d'aller mettre en dessous d'un commentaire d'un post. Pourquoi je vais me laisser atteindre par ça? Genre, je vais faire comme quand une personne manipulatrice m'appelle puis dit « Ah, tu copes, là, me manipule. » Je vais faire comme « Je vais raccrocher, puis ça va s'en aller de mon cerveau. » Genre, tu sais, Je suis comme- d'accord. Dans le personnel, effectivement, je passe très peu de temps, disons, mais je pense que dans l'espace public, Les les émotions chroniqueurs. qu'on vit, c'est pas nécessairement pour nous, c'est pour les autres aussi. Ouais. C'est de montrer que ça se peut avoir de la colère par Ah rapport oui, à ça. ça, C'est de c'est montrer clair. que ça se peut réagir comme ça, puis que vous êtes Surtout pas VS, tout ce seul. qu'ils font. Tu sais, quand tes voix commettent de la violence contre du monde sans défense, Exact. oui, la colère est la réaction saine. Puis genre, elle peut s'exprimer de toutes sortes de manières créatives. Elle peut même se partager pour développer une force qui est capable de les faire reculer. Je pense qu'à un moment donné, sur le long terme, on peut arriver à ça, là, j'y crois, là, vraiment. Ça Oui. va prendre un petit bout de temps, mais... Puis la colère, c'est pas quelque chose de grave. Non. C'est une émotion humaine. Toi, ta colère, tu la... Elle sort comment? Et où ta colère, genre? Mais tu sais, parce que je sais que t'en as, mais tu l'intellectualises, tu la crées, tu sais, elle est féconde, mettons, mais je t'ai Mais jamais je suis vu dans un hausser le autre ton. Ou stade. de... Ouais, ben, j'étais en colère pendant mon mandat. Là. Il y a des moments où Ouais, j'étais ouais. comme, « Calais, ça, là, on va faire ça, pis ci, pis ça, pis ci, pis ça. » Puis je me C'est menais fou. jusqu'à des extrêmes de manque d'énergie parce qu'il fallait absolument que je réponde. Puis tu sais, je regrette pas. Je me suis battue. Genre, Ouais. là, j'aimerais ça des fois retrouver cette énergie-là. Maintenant, quand je vois des choses qui me mettent en colère, là, par exemple, l'avancement du fascisme, des victimes innocentes qui se font, je veux dire, ça n'a juste pas de bon sens, ça me rend profondément triste, genre. C'est une autre façon, je trouve ça correct, parce que ce que ça fait, c'est que ma tristesse se transforme en désir de soin. Fait que là, je m'en viens à guetter les possibilités de soin. Tu sais, je suis comme, comment je fais, là, pour Ouais. soigner comme on soigne une espèce d'œuvre d'art, là, tu sais, qu'on monte, ben, soigner une résistance, soigner une pensée féconde, d'écrire ce livre-là, échanger, parler de votre podcast à du monde qui se pose des questions, tu sais, construire, bâtir, doucement, genre, je suis comme rendu là. Mais faut qu'il y ait du monde qui se batte de façon plus frontale aussi, là. Mais Juste dans un autre registre émotif pour le moment. Je sais pas la si on- colère, c'est de la tristesse distillée. Oui. J'ai appris ça en thérapie il y a 5 ans et ça a changé ma vie. Mm. Parce qu'après avoir été en colère, souvent on pleure. Mm. Parce que c'est des émotions qu'on doit sortir. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre aux fascistes À pleurer. à distiller leur Mais colère. Vraiment. Vraiment. Chez moi, la colère, c'est l'impuissance. Quand je sens que je veux de quoi ou que je trouve que ça n'a pas de bon sens, puis je vois pas par où, je deviens vraiment en tabarnak, je deviens frustrée, puis ça peut me... tu sais. Mais là, je me sens moins puissante. Je sais pas, c'est la clarté d'esprit. L'année que j'ai pris pour écrire ce livre-là, j'ai fait full recherche, j'ai lu full le livre de récits de monde qui avait vécu T'as rencontré l'effondrement du de monde la aussi, démocratie. J'ai rencontré du monde qui avait vécu des affaires, raconté l'histoire de ma grand-mère qui a fui Staline. Tu sais, je savais même pas cette histoire-là. Là. J'ai été fouillée dans ma famille. Fait que bref, tout ça, c'était pour répondre à une angoisse sur le moment, mais finalement, ce que ça a fait, ça m'a fait l'effet d'un groupe de parole. Je me sens vraiment plus capable d'appréhender, puis ça fait que, c'est ça, ma colère est comme un petit peu plus un désir de création. Mais c'est vrai que, genre, l'antidote à l'impuissance, c'est la relation. On se sent Ouais. toujours impuissant C'est seul. qu'on est philosophe, c'est Mais hot, gars, man. c'est ça. Merci tout le monde. Tout Le monde déteste les fascistes. Tout le monde déteste les fascistes.